Pendant des millénaires, l'humanité croyait habiter le centre immobile de l'univers. Le soleil tournait autour de la Terre, les étoiles décrivaient leur cercle parfait au-dessus des villes, des campagnes et des océans. Cette certitude fondait l'ordre du monde, légitimait les pouvoirs, rassurait les consciences. Puis un homme tranquille, qui n'avait jamais quitté l'Europe du Nord, qui vivait entre les cathédrales et les bibliothèques, renversa cette évidence millénaire. Mais était-il vraiment un révolutionnaire ? Cherchait-il la gloire ou simplement la cohérence mathématique ? Pourquoi a-t-il attendu si longtemps avant de publier ses découvertes ? Que craignait-il exactement ? Et comment un chanoine catholique, administrateur prudent et médecin de province, est-il devenu le symbole même de la rupture entre foi et raison ? L'histoire de Nicolas Copernic commence bien avant sa naissance, dans un monde où le ciel obéissait à des règles établies depuis l'Antiquité. Les astronomes européens du XVe siècle héritaient d'un système complexe élaboré par Ptolémée, savant alexandrin du IIe siècle. Selon ce modèle, la Terre reposait au centre d'une série de sphères cristallines emboîtées les unes dans les autres. Chaque planète suivait son propre cercle, appelé déférent, et se déplaçait également sur un petit cercle, appelé épicycle. Ces constructions géométriques permettaient d'expliquer les mouvements apparemment irréguliers des astres, leurs marches arrière dans le ciel, leurs accélérations et leurs ralentissements. Le système fonctionnait. Il prédisait les éclipses, guidait les navigateurs, structurait les calendriers religieux et agricoles. Mais il exigeait une machinerie céleste de plus en plus compliquée. Les mathématiciens ajoutaient des épicycles supplémentaires, des excentriques, des écans, pour ajuster les observations aux prédictions. Cette accumulation de corrections ressemblait à une architecture devenue trop lourde pour ses fondations. Pourtant, personne n'osait remettre en cause le principe central. La Terre devait rester immobile, car tout le reste en découlait. La cosmologie ne relevait pas seulement de l'astronomie. Elle touchait à la théologie, à la philosophie naturelle, à la place de l'homme dans la création divine. Aristote avait enseigné que les mouvements circulaires et uniformes caractérisaient les cieux, tandis que la Terre, composée des 4 éléments imparfaits, demeurait le lieu du changement et de la corruption. L'Église catholique avait intégré cette vision dans sa doctrine. Les sphères célestes portaient les anges, le paradis se situait au-delà des étoiles fixes, l'enfer creusait les entrailles terrestres. Déplacer la Terre, c'était bouleverser l'ordre sacré. Dans ce contexte rigide, naquit Nicolas Copernic le 19 février 1473 à Toruń, ville commerçante située sur les rives de la Vistule, dans le royaume de Pologne. Son père, marchand prospère portant le même prénom, importait du cuivre et négociait avec les ports hanséatiques de la Baltique. Sa mère, Barbara Wadzonrod, appartenait à une famille influente de notables locaux. L'enfance de Nicolas baigna dans une atmosphère de respectabilité bourgeoise, de piété catholique et de prudence politique. Toruń faisait partie de ces villes frontalières où se croisaient les influences allemandes, polonaises et baltes. Les marchands parlaient plusieurs langues, les églises gothiques côtoyaient les entrepôts, les artisans travaillaient le bois, le fer et le textile. Dans les ruelles pavées résonnaient les sabots des chevaux tirant les chariots chargés de marchandises venus de Gdańsk, de Königsberg ou de Cracovie. Les odeurs de bière, de pain frais, de cuir tanné et de cire d'abeille se mêlaient à celles du fleuve et des forêts environnantes. Nicolas avait 10 ans lorsque son père mourut, probablement emporté par une épidémie. Cette perte aurait pu plonger la famille dans la précarité. Mais Lucas Wadzonrod, frère aîné de Barbara, prit en charge l'éducation des enfants. Cet oncle ambitieux et autoritaire était déjà chanoine de la cathédrale de Frombork et allait bientôt devenir prince-évêque de Warmie, l'un des territoires ecclésiastiques les plus puissants du nord de la Pologne.
Il voyait dans son neveu intelligent un candidat idéal pour une carrière administrative au service de l'Église. Le jeune Nicolas quitta Toruń pour poursuivre ses études à Cracovie, capitale culturelle du royaume. L'université Jagiellon, fondée en 1364, attirait des étudiants de toute l'Europe centrale. Dans ces salles voûtées résonnaient les disputes scolastiques, les commentaires d'Aristote, les cours de logique, de rhétorique et de théologie. Mais Cracovie offrait aussi quelque chose de rare, une tradition vivante d'enseignement mathématique et astronomique. Les professeurs cracoviens possédaient des instruments d'observation, des astrolabes, des tables astronomiques copiées à la main. Ils enseignaient le calcul des positions planétaires selon les méthodes ptolémaïques, l'usage du cadran et de la sphère armillaire. Nicolas découvrit dans ces cours une beauté qui dépassait la simple mécanique céleste. Les mathématiques révélaient un ordre caché derrière le chaos apparent des phénomènes. Les nombres parlaient une langue universelle, indifférente aux frontières, aux langues et aux croyances. Copernic étudia l'Almageste de Ptolémée, les commentaires arabes d'Al-Battani et d'Ibn al-Haytham, les tables alphonsines compilées en Espagne. Il apprit que les astronomes médiévaux n'avaient cessé de corriger, d'ajuster, de raffiner le système géocentrique. Mais il remarqua aussi les désaccords entre les différentes traditions, les incohérences entre les prédictions et les observations réelles. Quelque chose clochait dans l'édifice, sans qu'il pût encore identifier précisément la faille. Après 4 années à Cracovie, Lucas Watzenrod décida d'envoyer son neveu en Italie pour parfaire sa formation. L'Église polonaise avait besoin d'administrateurs cultivés, maîtrisant le droit canon et les humanités classiques. En 1496, âgé de 23 ans, Nicolas Copernic arriva à Bologne, l'une des plus anciennes universités d'Europe. Là, l'atmosphère intellectuelle différait radicalement de Cracovie. L'Italie de la Renaissance bouillonnait d'idées nouvelles. Les humanistes redécouvraient les textes grecs oubliés pendant le Moyen-Âge, contestaient les interprétations scolastiques d'Aristote, exaltaient la dignité de l'homme et la valeur de l'expérience. Dans les ateliers florentins, les peintres étudiaient la perspective et l'anatomie. Les cours princières accueillaient des savants versés dans les mathématiques, l'astrologie et la philosophie néo-platonicienne. Ce climat favorisait l'audace intellectuelle. À Bologne, Copernic s'inscrivit officiellement en droit canon, discipline nécessaire pour sa future carrière ecclésiastique. Mais il passa ses nuits à observer les étoiles en compagnie de Domenico Maria Novara, professeur d'astronomie réputé et astrologue à la cour. Novara appartenait à cette génération de savants italiens qui critiquaient ouvertement les incohérences du système ptolémaïque. Il enseignait à ses disciples qu'il fallait revenir aux sources grecques, chercher des modèles plus simples, moins encombrés d'artifices mathématiques. Ensemble, ils mesurèrent la distance angulaire entre la Lune et certaines étoiles fixes, notèrent les positions de Mars et de Saturne, comparèrent leurs relevés aux prédictions des tables astronomiques. Les écarts étaient constants. Le ciel réel désobéissait au calcul. Cette discordance troublait profondément Copernic. Si les mathématiques décrivaient l'ordre divin de la création, comment expliquer que les meilleurs instruments et les calculs les plus raffinés ne parvenaient pas à prédire correctement les mouvements célestes? Pendant ces années italiennes, Copernic voyagea. Il visita Rome durant l'année sainte de 1500, assista aux cérémonies pontificales, découvrit les vestiges antiques, les manuscrits grecs conservés dans les bibliothèques. Il séjourna à Padoue pour étudier la médecine, discipline alors étroitement liée à l'astrologie, puisque les médecins prescrivaient leurs traitements en fonction des configurations célestes. Il apprit l'anatomie, la pharmacopée, la théorie des humeurs, tout en continuant ses observations astronomiques. En 1503,
il obtint un doctorat en droit canon à Ferrare. Ce diplôme lui garantissait une position confortable au sein de l'administration ecclésiastique polonaise. À 30 ans, Nicolas Copernic retourna dans sa patrie avec plusieurs caisses de livres, des instruments de mesure, une maîtrise parfaite du latin, du grec et de l'italien, ainsi qu'une question qui ne le quittait plus. Et si la Terre bougeait ? Lucas Wadzenrode, devenu entre-temps prince-évêque de Warmie, nomma son neveu chanoine de la cathédrale de Frombork. Cette fonction comportait des responsabilités administratives et financières plutôt que strictement religieuses. Copernic n'était pas prêtre et ne le devint jamais. Il gérait les biens du chapitre, collectait les revenus des domaines agricoles, participait aux délibérations concernant les relations avec l'ordre teutonique voisin, négociait avec les autorités royales de Cracovie. Frombork se dressait sur une colline dominant la lagune de la Vistule, à quelques kilomètres de la mer Baltique. La petite ville fortifiée abritait la cathédrale gothique entourée de murailles, les maisons des chanoines, des jardins, des vergers. Le paysage s'étendait en prairies plates traversées par des bras d'eau, des marais où nichaient les oiseaux migrateurs, des forêts de pins et de bouleaux. Le vent salé de la Baltique apportait les cris des mouettes, l'odeur d'algues et de vases. Dans ce lieu reculé, Copernic installa son observatoire personnel. Il construisit des instruments simples. Un cadran mural pour mesurer les hauteurs d'astres, un trichétrum pour calculer les distances angulaires, une sphère armillaire pour visualiser les positions célestes. La nuit, il montait sur les remparts ou dans la tour nord de la cathédrale pour observer. Le froid mordait pendant les longs hivers, les nuages couvraient souvent le ciel, mais il persévérait. Ces observations n'apportaient rien de révolutionnaire en elles-mêmes. Copernic n'était pas un observateur exceptionnel. Ses instruments manquaient de précision, ses mesures comportaient des erreurs. Mais il cherchait autre chose que des données nouvelles. Il cherchait un principe d'ordre, une architecture mathématique capable d'expliquer les mouvements célestes avec simplicité et élégance. Le système ptolémaïque l'insatisfaisait profondément. Chaque planète obéissait à ses propres règles, sans lien apparent avec les autres. Les astronomes ajustaient les paramètres au cas par cas. Cette approche fragmentée heurtait le sens esthétique de Copernic, nourri de platonisme et de pythagorisme. Il croyait que Dieu avait créé l'univers selon des proportions harmonieuses, que les mathématiques devaient révéler cette harmonie divine. Il se souvenait d'une remarque de Novara à Bologne. Les anciens Grecs avaient envisagé d'autres modèles. Aristarque de Samos, au IIIe siècle avant notre ère, avait proposé que la Terre tournait autour du Soleil. Cette hypothèse avait été rejetée pour des raisons philosophiques et de sens commun. Si la Terre bougeait, pourquoi ne sentions-nous pas ce mouvement ? Pourquoi les oiseaux n'étaient-ils pas laissés en arrière ? Pourquoi les étoiles ne changeaient-elles pas de position par parallaxe ? Copernic décida de reprendre cette idée ancienne et de l'examiner sérieusement. Que se passerait-il si l'on plaçait le Soleil au centre et que l'on faisait tourner la Terre autour de lui ? Il commença par des calculs préliminaires, tâtonnants, remplis de ratures et de corrections. Progressivement, une structure émergea. Si la Terre accomplissait une révolution annuelle autour du Soleil, les mouvements rétrogrades des planètes s'expliquaient naturellement comme des effets de perspective. Mars semblait reculer dans le ciel lorsque la Terre, plus rapide, le dépassait sur son orbite intérieure. Vénus et Mercure ne s'éloignaient jamais beaucoup du Soleil parce que leurs orbites se situaient à l'intérieur de celles de la Terre. Les saisons résultaient de l'inclinaison de l'axe terrestre. Soudain, les anomalies devenaient des conséquences logiques d'un principe unique, l'héliocentrisme. Mais accepter cette idée impliquait d'autres bouleversements. Si la Terre tournait sur elle-même en un jour, elle devait accomplir un mouvement rotatoire prodigieusement rapide.
Si elle orbitait autour du Soleil en 1 an, sa vitesse linéaire devait être colossale. Comment un tel mouvement pouvait-il passer inaperçu? Copernic comprit qu'il devait repenser entièrement la physique du mouvement. Aristote enseignait que les objets lourds tombaient vers le centre de l'univers, qui coïncidait avec le centre de la Terre. Si la Terre n'était plus centrale, où tombaient les pierres? Copernic répondit que les corps terrestres tombaient vers le centre de la Terre, non vers un centre universel. La gravité devenait une propriété locale, attachée aux corps eux-mêmes. Cette intuition préfigurait la physique moderne, même si Copernic manquait encore des outils mathématiques pour la développer pleinement. Quant à l'absence de parallaxe stellaire, il proposa une solution audacieuse. Les étoiles se trouvaient infiniment plus loin que quiconque ne l'avait imaginé. La distance était si énorme que le diamètre de l'orbite terrestre devenait négligeable en comparaison. Cette réponse impliquait un univers d'une taille vertigineuse, bien au-delà de ce que la cosmologie médiévale admettait. Vers 1510, Copernic rédigea un court manuscrit exposant ses idées principales. Ce texte, appelé plus tard Commentariolus, circula discrètement parmi quelques amis érudits. Il n'était pas destiné à la publication. Copernic présentait son système comme une hypothèse mathématique, un modèle capable de calculer les positions planétaires sans prétendre décrire la réalité physique. Cette prudence n'était pas seulement stratégique. À cette époque, beaucoup d'astronomes distinguaient les modèles géométriques, outils de calcul, de la vraie structure du cosmos, connue par la philosophie naturelle. Le Commentariolus annonçait 7 axiomes fondamentaux. Tous les corps célestes ne tournaient pas autour d'un même centre. Le centre de la Terre n'était pas le centre de l'univers, mais seulement celui de la sphère lunaire. Toutes les planètes gravitaient autour du Soleil. La distance entre la Terre et le Soleil était insignifiante comparée à celle des étoiles fixes. Le mouvement diurne apparent du ciel résultait de la rotation de la Terre sur son axe. Les mouvements rétrogrades des planètes provenaient du mouvement propre de la Terre. Le mouvement annuel apparent du Soleil résultait du mouvement orbital terrestre. Ces propositions, formulées sobrement, renversaient l'édifice cosmologique millénaire. Pourtant, Copernic n'en tira aucune conclusion révolutionnaire sur le plan théologique ou philosophique. Il restait un chanoine catholique dévoué, un administrateur scrupuleux. Il participait aux offices, gérait les finances du chapitre, soignait les malades lors des épidémies. Sa vie quotidienne ne différait pas de celle de ses collègues. Les années passèrent dans une routine provinciale. Copernic voyageait peu, correspondait avec quelques savants, observait le ciel quand les conditions le permettaient. Il traduisit du grec en latin les lettres morales de Théophylacte Simocatta, rédigea un traité sur la réforme monétaire, proposant une version primitive de la loi de Gresham, selon laquelle la mauvaise monnaie chasse la bonne. Ces activités diverses témoignaient d'un esprit curieux, mais nullement d'un révolutionnaire impatient. Pourquoi Copernic n'a-t-il pas publié ses découvertes astronomiques pendant toutes ces années? La peur de l'Église, souvent invoquée, n'explique pas tout. En réalité, l'héliocentrisme ne constituait pas encore une hérésie clairement définie. Les autorités ecclésiastiques se préoccupaient davantage des conflits avec les protestants, de la corruption interne, des menaces turques. La cosmologie restait l'affaire des spécialistes. Copernic craignait surtout le ridicule de ses pairs. Il savait que son système, malgré ses avantages conceptuels, n'offrait pas de prédictions plus précises que le modèle ptolémaïque. Ces calculs contenaient encore des épicycles, des excentriques, des approximations. Il n'avait pas résolu tous les problèmes physiques que soulevait le mouvement terrestre. Publier une théorie incomplète, c'était s'exposer aux critiques des mathématiciens, au sarcasme des philosophes.
Dans une lettre restée célèbre, adressée au pape Paul III en 1543, Copernic évoqua son hésitation. « Je pesais en moi-même combien absurde paraîtrait ma doctrine à ceux qui, informés par l'autorité de plusieurs siècles que la Terre repose immobile au milieu du ciel comme en son centre, entendraient au contraire que la Terre se meut. La pression sociale, le conservatisme intellectuel, le respect des autorités pesaient lourd. Pourtant, la nouvelle du système copernicien se répandit lentement dans les milieux savants européens. Des mathématiciens en discutaient dans leurs correspondances privées, des professeurs l'enseignaient comme curiosité mathématique. En 1539, Georg Joachim Rheticus, jeune professeur de mathématiques à l'université de Wittenberg, apprit l'existence d'un chanoine polonais qui avait inventé un nouveau système du monde. Wittenberg était le bastion du protestantisme luthérien. Rheticus, lui-même luthérien, entreprit un long voyage vers la Warmie catholique pour rencontrer Copernic. Cette démarche audacieuse témoigne de l'universalité de la République des lettres, où les curiosités scientifiques transcendaient les fractures religieuses. Rheticus arriva à Frombork en 1539 et passa 2 années auprès du chanoine vieillissant. Ce que découvrit Rheticus le stupéfia. Copernic possédait un manuscrit complet exposant le système héliocentrique avec tous ses détails mathématiques. L'ouvrage, intitulé De Revolutionibus Orbium Celestium, comptait 6 livres couvrant la géométrie sphérique, les mouvements apparents du Soleil et de la Lune, la précession des équinoxes, les planètes et leurs orbites. Des années de calculs minutieux remplissaient des centaines de pages. Rheticus comprit immédiatement l'importance de ce travail. Il supplia Copernic de le publier. Le vieil homme résistait encore, invoquant son âge, les imperfections du texte, le manque d'observations récentes. Rheticus rédigea alors une Narratio Prima, premier récit du système copernicien destiné au public savant. Ce petit livre parut en 1540 à Gdańsk, puis fut réimprimé à Bâle. Il présentait les idées de Copernic avec enthousiasme, soulignait leurs avantages mathématiques, minimisait leurs implications théologiques. La Narratio Prima reçut un accueil mitigé, mais pas hostile. Certains mathématiciens applaudirent l'élégance du système. D'autres le critiquèrent pour ses complications techniques. Martin Luther, dans ses propos de table, se moqua de l'astronome qui veut prouver que la Terre tourne, citant un passage biblique où Josué arrête le soleil, non la Terre. Mais cette remarque informelle ne déclencha aucune persécution. Encouragé par cette réception, Rheticus pressa Copernic de publier le texte complet. Finalement, à 70 ans, malade et affaibli, Copernic accepta. Le manuscrit fut confié à Rheticus qui le porta à Nuremberg pour l'impression. Mais Rheticus dut bientôt quitter la ville pour occuper un poste à Leipzig. Il confia la supervision de l'impression à Andreas Osiander, théologien luthérien et correcteur d'imprimerie. Osiander prit une initiative qui allait empoisonner la réception du livre. Sans consulter Copernic, il ajouta une préface anonyme présentant l'héliocentrisme comme une pure hypothèse mathématique, un artifice de calcul sans prétention à décrire la réalité physique. Cette préface contredisait directement les intentions de Copernic exprimées dans sa propre introduction. Elle visait à protéger le livre des attaques théologiques en le vidant de sa portée révolutionnaire. De Revolutionibus Orbium Celestium sortit des presses de Johannes Petreius en mai 1543. Selon la légende, Copernic reçut un exemplaire imprimé sur son lit de mort. Il mourut le 24 mai, probablement après une longue maladie dont la nature exacte reste inconnue, sans avoir pu lire son œuvre achevée. Cette mort survenue à ce moment précis épargna au vieil homme les controverses que son livre allait susciter. L'ouvrage ne provoqua pas immédiatement le scandale attendu. Les exemplaires circulèrent lentement,
atteignant les universités, les cours princières, les bibliothèques monastiques. Beaucoup de lecteurs, trompés par la préface d'Osiander, crurent que Copernic proposait seulement un modèle mathématique commode. Les astronomes professionnels admirèrent la virtuosité des calculs tout en rejetant les prémices physiques. Quelques esprits pénétrants comprirent la portée réelle du système. Erasmus Reinhold, mathématicien à Wittenberg, utilisa les méthodes coperniciennes pour calculer de nouvelles tables astronomiques, les tables pruténiennes, publiées en 1551. Ces tables, plus précises que les anciennes, furent largement adoptées. Ainsi, le système copernicien s'imposa d'abord comme outil de calcul, avant d'être accepté comme description de la réalité. Pendant plusieurs décennies, l'héliocentrisme resta confiné aux cercles spécialisés. Le grand public ignorait tout de cette révolution cosmologique. Les philosophes aristotéliciens continuaient d'enseigner la Terre immobile. Les théologiens ne voyaient pas encore de contradiction majeure avec les Écritures. La cosmologie copernicienne représentait une hypothèse parmi d'autres, discutée par les savants mais sans impact social. La situation changea progressivement à partir des années 1580. Les observations de Tycho Brahe, astronome danois d'une précision inégalée, révélèrent des phénomènes troublants. En 1572, une nova apparut dans la constellation de Cassiopée, démontrant que le ciel supralunaire, censé être éternel et immuable selon Aristote, pouvait connaître des changements. En 1577, une comète traversa les sphères célestes, prouvant que ces sphères cristallines n'existaient pas. Tycho rejeta l'héliocentrisme pour des raisons religieuses et physiques, mais il abandonna le géocentrisme pur. Il proposa un système hybride où les planètes tournaient autour du Soleil, tandis que le Soleil tournait autour de la Terre immobile. Ce compromis satisfaisait les observations sans heurter les préjugés. Pendant un temps, le système tychonique rivalisa avec le système copernicien. Mais c'est Galilée qui transforma l'héliocentrisme en cause célèbre. En 1609, utilisant une lunette astronomique récemment inventée, il découvrit 4 lunes orbitant autour de Jupiter. Cette observation prouvait que tous les corps célestes ne tournaient pas autour de la Terre. Il observa les phases de Vénus, compatibles uniquement avec un modèle où Vénus orbitait autour du Soleil. Il vit les montagnes lunaires, les taches solaires, la Voie lactée composée d'innombrables étoiles. Galilée proclama haut et fort que Copernic avait raison, que la Terre bougeait réellement. Il ridiculisa les philosophes aristotéliciens accrochés à leurs certitudes dépassées. Il écrivit en italien pour toucher un public large. Il transforma une question technique d'astronomie mathématique en débat public sur l'autorité, la vérité, le rapport entre science et religion. L'Église catholique, engagée dans la contre-réforme, ne pouvait tolérer cette remise en cause de son autorité intellectuelle. Les protestants, de leur côté, avaient déjà condamné l'héliocentrisme au nom de l'interprétation littérale de la Bible. En 1616, la congrégation de l'Index plaça De Revolutionibus à l'index des livres interdits, en attendant correction. L'ouvrage de Copernic, 73 ans après sa publication, devenait officiellement dangereux. Les corrections imposées visaient à renforcer l'interprétation instrumentaliste. L'héliocentrisme était présenté comme hypothèse, non comme vérité. Quelques phrases affirmant le mouvement réel de la Terre furent supprimées ou modifiées. L'édition corrigée parut en 1620. Mais le mal était fait. Interdire un livre, c'était reconnaître son importance, attirer l'attention sur lui. Le procès de Galilée en 1633 scella le destin symbolique de Copernic. Galilée, forcé d'abjurer, condamné à l'assignation à résidence,
devint le martyr de la liberté scientifique face à l'obscurantisme religieux. Copernic, mort depuis presque un siècle, fut rétrospectivement transformé en prophète méconnu, en génie solitaire ayant défié l'autorité. Cette image héroïque simplifie une réalité plus complexe. Copernic n'était pas un rebelle. Il n'avait jamais cherché l'affrontement. Il proposait un modèle mathématique plus harmonieux, sans remettre en cause la création divine ni l'autorité de l'Église. Sa prudence l'avait protégé de son vivant, mais avait aussi retardé la diffusion de ses idées. Pourtant, l'impact de son travail dépassa largement ses intentions. En déplaçant le Soleil au centre, Copernic avait ouvert une brèche dans l'ordre cosmologique médiéval. D'autres s'engouffrèrent dans cette brèche. Johannes Kepler découvrit que les orbites planétaires étaient elliptiques, non circulaires, et formula les 3 lois du mouvement planétaire. Isaac Newton établit la loi de gravitation universelle, unifiant les mouvements terrestres et célestes dans un cadre mathématique unique. La révolution copernicienne ne concernait pas seulement l'astronomie. Elle inaugurait une nouvelle manière de penser la nature. Les mathématiques devenaient le langage de la réalité physique. L'observation et l'expérience primaient sur l'autorité des textes anciens. L'univers cessait d'être un cosmos fini et hiérarchisé pour devenir un espace infini régi par des lois universelles. Cette transformation intellectuelle modifia profondément la place de l'homme dans la création. Si la Terre n'était qu'une planète parmi d'autres, l'humanité perdait son statut central. La création n'était plus organisée autour de l'homme et de son salut. Cette désacralisation du cosmos ouvrait la voie à une vision mécaniste de la nature, où Dieu jouait le rôle d'horloger initial mais n'intervenait plus dans le fonctionnement des lois naturelles. Les philosophes des Lumières célébrèrent Copernic comme pionnier de la raison contre la superstition. Voltaire, dans ses Lettres philosophiques, opposait la liberté intellectuelle anglaise qui avait accueilli Newton à l'obscurantisme catholique qui avait persécuté Galilée. Kant parla de révolution copernicienne pour décrire sa propre révolution philosophique. De même que Copernic avait inversé le rapport entre Terre et Soleil, Kant inversait le rapport entre sujet connaissant et objet connu. Au XIXe siècle, Copernic devint une figure de la mythologie scientifique. Les manuels scolaires racontaient son histoire comme fable du progrès. Un génie solitaire, armé de sa seule raison, renversait les ténèbres de l'ignorance. Cette narration simpliste servait des objectifs idéologiques, légitimant la science moderne contre les religions, le rationalisme contre l'obscurantisme. La vérité historique était plus nuancée. Copernic appartenait encore largement au monde médiéval. Il croyait aux sphères célestes, aux influences astrologiques, à l'harmonie pythagoricienne des sphères. Son système conservait des épicycles et des excentriques. Il ne disposait d'aucune preuve physique du mouvement terrestre. Sa révolution fut autant mathématique que conceptuelle. De plus, l'héliocentrisme ne triompha pas rapidement par sa seule valeur scientifique. Il fallut près de 2 siècles pour que l'ensemble de la communauté savante l'acceptât. Ce long délai s'explique par l'absence de preuves décisives. La parallaxe stellaire, prédite par Copernic mais inobservable avec les instruments de l'époque, ne fut détectée qu'en 1838 par Friedrich Bessel. Le pendule de Foucault, démontrant la rotation terrestre, ne fut construit qu'en 1851. Pendant 2 siècles, croire au système copernicien relevait davantage d'un pari métaphysique que d'une certitude empirique. Les savants choisissaient entre différents systèmes selon des critères esthétiques, philosophiques, religieux, autant qu'observationnels. La science ne progressait pas par accumulation linéaire de vérités, mais par réorganisation successive du cadre conceptuel. La Pologne fit de Copernic un héros national. Au XIXe siècle, alors que le pays était partagé entre Russie, Prusse et Autriche,
Copernic symbolisait la grandeur de la culture polonaise. Des monuments lui furent élevés à Varsovie et Toruń. Son nom fut donné à des rues, des écoles, des universités. Les nationalistes polonais et allemands se disputèrent son héritage, chacun revendiquant sa germanité ou sa polonité. Cette récupération nationaliste trahissait l'universalisme de Copernic. Lui-même se considérait probablement comme un citoyen de la République des lettres plutôt que d'une nation particulière. Il écrivait en latin, langue internationale des savants. Il correspondait avec des érudits de toute l'Europe. Ses idées transcendaient les frontières politiques et linguistiques. L'Église catholique mit longtemps à réviser son jugement. De Revolutionibus resta à l'index jusqu'en 1835. En 1992, le pape Jean-Paul II reconnut officiellement les erreurs commises lors du procès de Galilée et, implicitement, la validité de l'héliocentrisme. Cette reconnaissance tardive témoignait de la difficulté institutionnelle à admettre les erreurs passées. La mémoire de Copernic soulève une question plus large. Comment les révolutions scientifiques sont-elles possibles ? Thomas Kuhn, dans la structure des révolutions scientifiques, utilisa précisément la révolution copernicienne comme cas d'étude. Selon Kuhn, la science normale fonctionne à l'intérieur d'un paradigme, ensemble de présupposés partagés. Quand les anomalies s'accumulent, un nouveau paradigme émerge, incompatible avec l'ancien. Le passage de l'ancien au nouveau paradigme constitue une révolution scientifique. Copernic illustre ce processus. Il n'a pas découvert de nouveaux faits astronomiques. Il a réorganisé les faits existants selon un nouveau schème conceptuel. Cette réorganisation rendait certains problèmes solubles et créait de nouveaux défis. Elle modifiait la perception même de ce qui constituait un problème et une solution. Mais l'explication kuhnienne risque d'évacuer la dimension personnelle. Pourquoi Copernic plutôt qu'un autre ? Des facteurs contingents jouèrent un rôle. Sa formation en Italie, sa position protégée comme chanoine, son tempérament prudent et perfectionniste, l'encouragement de Rhéticus. Si l'un de ces éléments avait manqué, l'histoire aurait peut-être pris un autre cours. On peut imaginer un monde où le système copernicien n'aurait jamais été publié. Le manuscrit serait resté dans une bibliothèque polonaise. Quelqu'un d'autre aurait-il inventé l'héliocentrisme ? Kepler, génie mathématique, aurait-il développé ses lois sans le cadre copernicien ? Newton aurait-il formulé la gravitation universelle ? L'histoire des sciences n'est pas prédéterminée. Les individus comptent. Inversement, surestimer le rôle de Copernic serait une erreur. Il s'inscrivait dans une longue tradition de critique du système ptolémaïque. Des savants arabes comme Ibn al-Shatir avaient proposé des modèles mathématiques similaires sans adopter l'héliocentrisme. Des penseurs médiévaux comme Nicole Oresme avaient discuté la possibilité du mouvement terrestre. Copernic héritait de ces débats. Sa contribution spécifique fut de combiner l'héliocentrisme avec une démonstration mathématique complète et systématique. Il transforma une intuition philosophique en théorie astronomique opérationnelle. Ce passage de l'idée au système calculable représentait un saut qualitatif. La postérité retient surtout l'image de l'homme qui déplaça la Terre. Mais Copernic passa la majeure partie de sa vie à des tâches administratives et médicales. Il géra les finances du chapitre de Frombork, supervisa la défense des châteaux de Varmie contre les chevaliers teutoniques, soigna les pauvres lors des épidémies de peste. Son travail astronomique occupait les marges de son temps, les nuits volées au sommeil. Cette tension entre vie ordinaire et pensée extraordinaire caractérise beaucoup de savants. Newton administrait la monnaie royale anglaise. Einstein travaillait au bureau des brevets de Berne. Les grandes découvertes émergent souvent de vies apparemment banales. L'histoire retient les moments de génie, oubliant les heures de routine. Les contemporains de Copernic le connaissaient probablement davantage comme administrateur compétent
médecin dévoué, helléniste cultivé que comme astronome révolutionnaire. Son système du monde circulait sous forme manuscrite, discuté par quelques spécialistes. La gloire posthume aurait sans doute surpris ce chanoine prudent qui avait passé sa vie à éviter les conflits. Pourtant, son héritage dépasse largement l'astronomie. L'expression « révolution copernicienne » est entrée dans le langage courant pour désigner tout renversement radical de perspective. On parle de révolution copernicienne en philosophie, en psychologie, en sciences sociales. Chaque fois qu'un centre supposé évident est déplacé, Copernic est convoqué. Cette métaphorisation témoigne de la puissance symbolique de son geste. Déplacer le centre, c'est remettre en cause les hiérarchies établies, les évidences naturalisées, les autorités incontestées. C'est ouvrir l'espace de la critique et du doute. C'est affirmer que la vérité ne coïncide pas nécessairement avec le sens commun. Mais cette glorification comporte aussi des risques. Transformer Copernic en héros solitaire de la raison, c'est oublier que la science est une entreprise collective. C'est masquer les tâtonnements, les erreurs, les dépendances multiples qui rendent possibles les avancées. C'est encourager une vision individualiste et héroïque du progrès scientifique. Les historiens contemporains des sciences insistent sur la dimension sociale, institutionnelle, matérielle de la production scientifique. Copernic bénéficiait de revenus ecclésiastiques qui lui laissaient du temps libre. Il accédait à des manuscrits rares grâce aux réseaux humanistes. Il utilisait des instruments fabriqués par des artisans spécialisés. Sa découverte n'était pas un acte de création ex nihilo, mais le résultat d'un écosystème culturel favorable. Reconnaître cette dimension collective n'enlève rien au mérite de Copernic. Cela replace simplement sa contribution dans un contexte plus large. Les révolutions scientifiques nécessitent des conditions de possibilité, des infrastructures matérielles, des communautés intellectuelles, des patronages, des circulations de savoir. La révolution copernicienne illustre aussi la lenteur de la transformation des représentations. 4 siècles après Copernic, nous continuons de parler de lever et de coucher du soleil. Notre perception spontanée reste géocentrique. Le langage conserve les traces de l'ancienne cosmologie. Cette persistance du géocentrisme perceptif montre que la vérité scientifique ne coïncide pas avec l'expérience immédiate. La Terre semble immobile. Le Soleil semble tourner. Il faut un effort d'abstraction pour accepter que nos sens nous trompent. La science moderne exige cette rupture avec l'évidence sensible. Copernic inaugure ainsi une caractéristique fondamentale de la science moderne, la primauté du modèle mathématique sur l'expérience directe. Si les calculs contredisent les apparences, ce sont les apparences qui doivent être réinterprétées. Cette inversion épistémologique sous-tend toute la physique ultérieure jusqu'à la relativité et la mécanique quantique. On peut se demander si Copernic mesurait pleinement les implications philosophiques de son système. Probablement pas. Il se voyait avant tout comme mathématicien cherchant à simplifier les calculs astronomiques. Ses préoccupations restaient techniques. Améliorer les prédictions des éclipses, réformer le calendrier, établir des tables plus précises. Mais les idées échappent à leurs auteurs. Elles vivent leur vie propre, sont reprises, transformées, réinterprétées. Le système copernicien devint un symbole que Copernic lui-même n'avait pas prévu. Il devint l'emblème du triomphe de la raison, de la lutte entre science et religion, du progrès contre l'obscurantisme. Cette charge symbolique pose problème aux historiens soucieux de restituer la complexité du passé. Ils doivent résister aux mythologies rétrospectives, aux anachronismes, aux simplifications héroïques. Ils doivent montrer Copernic tel qu'il était, homme de son temps,
partagé entre tradition et innovation, prudent et audacieux, administrateur et visionnaire. La tombe de Copernic fut longtemps perdue. Il avait été enterré quelque part dans la cathédrale de Framborg, mais sans monument ni inscription. Pendant des siècles, nul ne savait exactement où reposait celui qui avait déplacé la Terre. Cette disparition matérielle contrastait avec l'immortalité intellectuelle. En 2005, des archéologues polonais localisèrent ses restes sous le dallage de la cathédrale. L'ADN fut comparé à celui de cheveux trouvés dans un livre ayant appartenu à Copernic. L'identification fut confirmée. En 2010, une nouvelle cérémonie funéraire lui offrit enfin une sépulture digne, 467 ans après sa mort. Cette quête des reliques témoigne de notre besoin de matérialiser la mémoire. Nous voulons des corps, des tombes, des monuments. Nous voulons toucher le passé, l'ancrer dans l'espace physique. Mais l'héritage véritable de Copernic ne réside pas dans ses ossements. Il habite les équations, les télescopes, les satellites, notre compréhension de l'univers. Aujourd'hui, des sondes spatiales portent son nom. Des cratères lunaires et martiens sont baptisés Copernicus. Des universités, des instituts de recherche, des prix scientifiques perpétuent sa mémoire. Cette présence diffuse dans le paysage scientifique et culturel mondial témoigne de l'ampleur de son impact. Mais combien de gens savent réellement qui était Copernic ? Combien ont lu des Revolutionibus ? Combien connaissent les détails de son système ? La célébrité iconique coexiste avec l'ignorance factuelle. Copernic appartient à cette catégorie de figures historiques dont tout le monde connaît le nom, mais presque personne l'œuvre. Ce paradoxe s'applique à beaucoup de grands noms de l'histoire des sciences. Darwin, Einstein, Newton sont des icônes culturelles avant d'être des scientifiques étudiés. Leurs découvertes sont devenues des symboles abstraits, détachés du contexte précis de leur élaboration. Cette abstraction n'est pas nécessairement négative. Elle permet à des idées complexes de circuler largement. Le nom de Copernic évoque immédiatement le renversement de perspective, même pour ceux qui ignorent les détails techniques de son système. Cette efficacité symbolique a sa valeur. Reste que l'histoire réelle, avec ses nuances, ses contradictions, ses contingences, mérite d'être racontée. Elle nous rappelle que les révolutions scientifiques ne sont pas des éclairs de génie surgissant dans le vide. Elles émergent de contextes culturels, institutionnels, matériels spécifiques. Elles résultent de rencontres, d'encouragements, de hasards. L'histoire de Copernic nous enseigne aussi la patience. 30 années s'écoulèrent entre ses premiers calculs et la publication de son livre. 70 années séparèrent cette publication de la condamnation officielle par l'Église. 2 siècles furent nécessaires pour que l'héliocentrisme triomphât complètement. Les transformations profondes prennent du temps. Cette temporalité longue contraste avec notre époque de communication instantanée. Aujourd'hui, une découverte scientifique fait le tour du monde en quelques heures. Les articles sont publiés en ligne, commentés, critiqués, intégrés ou rejetés rapidement. Nous vivons dans un temps accéléré que Copernic n'aurait pas reconnu. Pourtant, certaines dynamiques demeurent. Les idées nouvelles rencontrent toujours des résistances. Les paradigmes établis ne cèdent pas facilement. Les institutions conservent une inertie. Le changement exige non seulement des arguments, mais aussi des générations, des infrastructures, des réseaux de soutien. Copernic nous rappelle enfin que la science n'avance pas seulement en découvrant de nouveaux faits, mais aussi en réorganisant les faits connus. Son génie ne fut pas d'observer mieux que ses prédécesseurs, mais de penser autrement. Cette créativité conceptuelle reste au cœur de toute avancée scientifique majeure. Regarder le ciel aujourd'hui, c'est voir avec les yeux de Copernic. Nous savons que la Terre tourne, même si nos sens affirment le contraire.
Nous savons que le Soleil est une étoile banale perdue dans une galaxie ordinaire. Nous savons que l'univers n'a pas de centre, que nous n'occupons aucune position privilégiée. Cette connaissance, devenue banale, fut jadis révolutionnaire. Elle coûta des décennies de calcul à un chanoine polonais qui mourut sans avoir vu son œuvre reconnue. Elle provoqua des condamnations, des procès, des controverses. Elle modifia notre place dans le cosmos et notre conception de la vérité. Copernic n'a pas seulement changé le ciel. Il a changé notre manière de penser le réel, de faire confiance aux mathématiques plutôt qu'aux apparences, de questionner les autorités établies. Il a montré qu'un homme seul, armé de raison et de patience, pouvait renverser des certitudes millénaires. Mais il a aussi montré que cette révolution n'était pas l'œuvre d'un génie isolé. Elle nécessitait des bibliothèques, des instruments, des correspondants, des disciples, des imprimeurs, un contexte culturel favorable. Elle s'inscrivait dans une chaîne de transmission et de transformation qui la précédait et la suivait. Penser l'héritage de Copernic, c'est donc penser la complexité du changement intellectuel. C'est reconnaître la part de l'individu sans négliger celle des structures. C'est célébrer le courage de la pensée sans oublier les conditions matérielles qui la rendent possible. Dans une époque traversée par les doutes sur la science, sur l'expertise, sur la vérité elle-même, l'histoire de Copernic garde sa pertinence. Elle nous rappelle que la vérité scientifique ne s'impose pas par autorité, mais par démonstration. Qu'elle exige rigueur, honnêteté, ouverture à la critique. Qu'elle peut contredire le sens commun et les traditions, sans pour autant sombrer dans le relativisme. Elle nous rappelle aussi que la science n'est pas un corpus figé de certitudes, mais un processus ouvert, faillible, toujours susceptible d'être révisé. Le système copernicien lui-même fut dépassé par celui de Kepler, puis par celui de Newton, puis par la relativité einsteinienne. Chaque révolution scientifique ouvre de nouvelles questions. Copernic n'a pas atteint la vérité finale sur l'univers. Il a ouvert une voie. Il a montré qu'une autre astronomie était possible. Ses successeurs ont parcouru cette voie, l'ont élargie, transformée, jusqu'à des horizons qu'ils n'auraient jamais imaginés. Aujourd'hui, nous savons que l'univers contient des milliards de galaxies, que le Big Bang l'a fait naître il y a près de 14 milliards d'années, que l'espace lui-même se dilate. Ces connaissances vertigineuses descendent en ligne directe du geste copernicien. Décentrer, questionner, calculer, oser penser l'impensable. En ce sens, nous sommes tous les héritiers de Copernic. Chaque fois que nous acceptons une vérité scientifique contre-intuitive, chaque fois que nous faisons confiance aux équations plutôt qu'aux apparences, nous réitérons son pari. Nous affirmons que la raison humaine, malgré ses limites, peut accéder à une compréhension objective du réel. Ce pari n'est pas gratuit. Il engage notre vision du monde, notre éthique, notre politique. Une société qui accepte que la Terre tourne, accepte aussi que ses certitudes peuvent être ébranlées, que l'autorité n'est pas un argument, que la critique rationnelle est légitime. Copernic n'était pas un démocrate. Il vivait dans un monde hiérarchique, autoritaire, où la naissance déterminait le destin. Mais son geste intellectuel contenait en germe une dimension démocratique. La vérité accessible à la raison, indépendante du statut social ou de l'autorité religieuse. Les Lumières développeront cette implication. La Révolution française proclamera que la raison est universelle, que chacun peut et doit penser par soi-même. La science moderne s'établira sur le principe que les hypothèses doivent être testables, les résultats reproductibles, les théories discutables. Tout cela découle, indirectement mais réellement, du moment où un chanoine polonais décida de placer le Soleil au centre. Non par provocation, non par anticléricalisme, mais par souci de cohérence mathématique.
Cette modestie des motivations initiales ne diminue en rien la grandeur des conséquences. L'histoire humaine connaît peu de moments où un individu, par la seule force de sa pensée, modifie aussi profondément notre compréhension du monde. Copernic appartient à cette rare catégorie, aux côtés de Darwin, de Freud, de Marx, d'Einstein. Qu'on adhère ou non à leurs théories, ils ont redéfini les cadres dans lesquels nous pensons. Mais contrairement à Darwin ou Marx, Copernic n'a pas provoqué de controverses passionnées de son vivant. Il est mort paisiblement, protégé par sa prudence. Les tempêtes sont venues après, portées par d'autres. Cette dissociation entre l'auteur et la réception de son œuvre dit quelque chose d'important sur la dynamique des idées. Les idées ne produisent leurs effets que lorsqu'elles rencontrent un contexte favorable. Le livre de Copernic dormit 70 ans avant de devenir dangereux. Ce n'est pas son contenu qui changea, mais le contexte religieux, politique, culturel dans lequel il était lu. Cette leçon vaut pour aujourd'hui. Les découvertes scientifiques n'ont pas d'implication politique ou morale intrinsèque. Ce sont les usages sociaux, les interprétations, les appropriations qui leur confèrent un sens. La responsabilité des scientifiques ne s'arrête pas à la vérité de leurs résultats. Elle s'étend à la manière dont ces résultats circulent, sont compris, sont utilisés. Copernic ne s'est jamais posé ces questions. Il appartenait à une époque où science et théologie formaient un continuum, où découvrir les lois de la nature revenait à déchiffrer la pensée divine. La sécularisation ultérieure de la science, sa séparation d'avec la religion, n'était ni évidente ni inévitable. On peut imaginer des mondes possibles où la révolution scientifique aurait pris un autre cours, où l'Église aurait intégré l'héliocentrisme comme elle avait intégré l'aristotélisme, où la tension entre foi et raison aurait trouvé d'autres modes de résolution. L'histoire n'est pas un programme qui se déroule mécaniquement. Mais dans notre histoire, la révolution copernicienne a cristallisé un conflit entre deux autorités, celle de la révélation et celle de la raison. Ce conflit a structuré la modernité occidentale. Il continue de travailler nos sociétés sous des formes nouvelles. Les débats contemporains sur le changement climatique, l'évolution, les vaccins réactivent cette tension. Des groupes contestent le consensus scientifique au nom de croyances religieuses ou idéologiques. D'autres défendent une science absolutisée, imperméable à toute critique. Entre ces deux extrêmes, la position copernicienne reste pertinente. Confiance dans la raison, mais humilité face à la complexité du réel. Car Copernic se trompait sur beaucoup de points. Il croyait aux orbites circulaires alors qu'elles sont elliptiques. Il conservait des éléments du système ptolémaïque. Il n'avait aucune théorie physique pour expliquer le mouvement des planètes. Sa révolution était incomplète, imparfaite, provisoire. Cette imperfection ne diminue pas sa grandeur. Elle la rend au contraire plus humaine, plus accessible. Copernic nous montre qu'on peut révolutionner la pensée sans avoir toutes les réponses. Qu'il suffit parfois de poser la bonne question, de proposer le bon cadre conceptuel. Les détails viendront plus tard, apportés par d'autres. Cette division du travail intellectuel caractérise la science moderne. Newton a pu dire qu'il voyait loin parce qu'il se tenait sur les épaules de géants. Copernic fut l'un de ces géants, non par sa stature personnelle, mais par l'élévation de sa pensée. En ce sens, célébrer Copernic, c'est célébrer la possibilité même du progrès intellectuel. C'est affirmer que nous ne sommes pas condamnés à répéter les erreurs du passé, que la critique rationnelle permet de corriger nos illusions, que l'humanité peut, collectivement, accéder à une compréhension plus profonde du réel. Cette foi dans le progrès, discrédité par les catastrophes du XXe siècle, mérite peut-être d'être nuancée
mais pas abandonnée. Le progrès scientifique ne garantit pas le progrès moral ou politique, mais il reste une conquête précieuse, fragile, qu'il faut défendre et transmettre. Raconter l'histoire de Copernic, c'est participer à cette transmission. C'est rappeler d'où viennent nos connaissances, combien elles ont coûté d'efforts, de courage, de patience. C'est montrer que la vérité scientifique n'est pas une évidence naturelle, mais une construction humaine, historique, toujours révisable. C'est aussi reconnaître notre dette envers ceux qui nous ont précédés. Nous habitons un monde intellectuel façonné par des générations de savants, de penseurs, d'érudits. Leurs erreurs comme leurs découvertes nous ont menés jusqu'ici. Nous leur devons reconnaissance et gratitude. Mais cette gratitude ne doit pas se transformer en vénération aveugle. Copernic lui-même, s'il revenait, serait sans doute stupéfait et ravi de voir combien l'astronomie a progressé depuis son époque. Il encouragerait la critique, l'amélioration, le dépassement de son propre système. Car la vraie fidélité à l'esprit copernicien n'est pas la répétition, mais l'audace de penser autrement. C'est accepter que nos certitudes actuelles seront peut-être les erreurs de demain. C'est maintenir ouverte la possibilité de la révolution intellectuelle. Cette ouverture exige une forme particulière d'humilité. Non pas l'humilité qui renonce à connaître, mais celle qui reconnaît les limites provisoires de notre savoir. Copernic possédait cette humilité. Il savait que son système restait imparfait. Il attendit 30 ans avant de publier, non par lâcheté, mais par exigence. Cette exigence nous manque parfois. À l'ère de la publication rapide, des réseaux sociaux, de la course à la nouveauté, prendre 30 ans pour perfectionner une idée semble ridicule. Pourtant, certaines pensées profondes exigent ce temps de maturation, cette patience. L'histoire de Copernic nous invite donc à ralentir, à approfondir, à résister à la pression de la production immédiate. Elle nous rappelle que les révolutions authentiques ne se décrètent pas. Elles germent lentement, dans la solitude des bibliothèques et des observatoires, avant d'éclore et de transformer le monde. Mais elles nous rappellent aussi qu'il faut, un jour, publier. Qu'une pensée gardée secrète reste stérile. Que la connaissance n'existe pleinement que partagée, discutée, critiquée. Copernic hésita longtemps. Sans Réticus, son livre ne serait peut-être jamais paru. Nous avons tous besoin de nos Réticus, de ces lecteurs enthousiastes qui nous poussent à partager nos idées, de ces réseaux de soutien qui rendent possible la prise de risques intellectuels. La science est une entreprise collective, même quand elle semble solitaire. Aujourd'hui, les conditions de production scientifique ont radicalement changé. Les chercheurs travaillent en équipe, dans des laboratoires financés par des fonds publics ou privés. Ils publient des centaines d'articles, soumis à l'évaluation par les pairs. Ils communiquent instantanément avec leurs collègues du monde entier. Cette industrialisation de la recherche a permis des progrès immenses. Mais elle comporte aussi des risques. Standardisation de la pensée, pression à la conformité, perte de l'audace copernicienne. Les grandes révolutions conceptuelles émergent rarement des grands programmes de recherche. Copernic nous rappelle la valeur de la marge, de l'amateurisme éclairé, de la recherche désintéressée. Il n'était pas astronome professionnel. Il ne cherchait ni gloire ni profit. Il poursuivait une question par pure curiosité intellectuelle. Préserver des espaces pour cette curiosité pure reste essentiel. Non par nostalgie romantique, mais parce que l'histoire montre que les découvertes les plus importantes viennent souvent de là où on ne les attendait pas. Du chanoine polonais plutôt que des astronomes italiens. De l'employé du bureau des brevets plutôt que des physiciens académiques. Cette imprévisibilité de la découverte doit nous rendre humbles et ouverts. Nous ne savons pas d'où viendra la prochaine révolution scientifique,
ni même si nous la reconnaîtrons quand elle se présentera. Combien d'idées révolutionnaires dorment aujourd'hui dans des manuscrits ignorés, dans des thèses non publiées, dans des carnets de notes. L'histoire de Copernic enseigne enfin la patience aux révolutionnaires. Le monde ne change pas en un jour. Les idées nouvelles doivent lutter, convaincre, s'imposer progressivement. Cette lenteur peut frustrer, mais elle garantit aussi que seules les idées vraiment solides survivent à l'épreuve du temps. Le système copernicien a survécu. Malgré les critiques, les condamnations, les résistances, il s'est imposé parce qu'il était vrai. Non parfaitement vrai, mais plus vrai que les alternatives disponibles. Suffisamment vrai pour ouvrir la voie à des vérités ultérieures plus complètes. Cette notion de vérité progressive, approximative, perfectible, caractérise la science moderne. Nous n'atteignons jamais la vérité absolue. Nous nous en approchons asymptotiquement par corrections successives. Copernic a fait un pas immense sur ce chemin. D'autres ont suivi. Le chemin continue. L'astronomie contemporaine explore des questions que Copernic n'aurait jamais imaginées. Énergie noire, matière noire, ondes gravitationnelles, exoplanètes, vie extraterrestre. Chaque réponse ouvre de nouvelles interrogations. Le savoir s'étend, mais l'inconnu s'étend aussi. Cette expansion simultanée du connu et de l'inconnu peut donner le vertige. Mais elle témoigne de la vitalité de l'entreprise scientifique. Nous n'avons pas épuisé les mystères du cosmos. Nous avons seulement appris à mieux formuler nos questions. Copernic, dans sa tour de Frombork, scrutant le ciel baltique, aurait-il pu imaginer les télescopes spatiaux, les sondes interplanétaires, les équations de la relativité générale ? Certainement pas. Mais il a rendu tout cela possible en osant penser que la Terre bougeait. Cette chaîne causale, des observations médiévales à l'astrophysique contemporaine, manifeste la puissance cumulative de la science. Chaque génération construit sur le travail de la précédente. Les erreurs sont corrigées, les approximations affinées, les cadres conceptuels élargis. Mais cette continuité ne doit pas masquer les ruptures. Entre Copernic et Newton, entre Newton et Einstein, il n'y a pas simple accumulation, mais transformation du cadre même de pensée. Les révolutions scientifiques sont à la fois continuité et discontinuité. Comprendre cette dialectique aide à saisir la nature de la connaissance scientifique. Elle n'est ni simple progression linéaire, ni pure contingence historique. Elle combine rigueur mathématique et créativité conceptuelle, respect de l'expérience et audace théorique, tradition et innovation. Copernic incarne cet équilibre subtil. Respectueux des autorités anciennes, il les dépasse. Prudent dans ses formulations, il est révolutionnaire dans ses implications. Administrateur rangé, il est penseur visionnaire. Ces paradoxes font sa richesse et sa modernité. Il nous rappelle que l'excellence intellectuelle ne requiert pas de choisir entre tradition et innovation, entre rigueur et audace. Elle exige au contraire de maintenir ensemble ces polarités. Dans un monde souvent tenté par les simplifications binaires, cette leçon reste précieuse. Copernic nous montre qu'on peut être profondément critique sans être nihiliste, révolutionnaire sans être destructeur, novateur sans être arrogant. Cette sagesse copernicienne, au-delà même de l'astronomie, mérite d'inspirer notre époque. Nous affrontons des défis immenses. Changement climatique, inégalités croissantes, épuisement des ressources, risques technologiques. Les solutions exigeront à la fois respect des savoirs accumulés et audace dans l'invention de nouvelles voies. L'esprit copernicien peut guider cette recherche. Non comme doctrine figée, mais comme attitude intellectuelle. Questionner les évidences, chercher la cohérence, accepter la complexité, prendre le temps de la réflexion, avoir le courage de publier.
car le monde a toujours besoin de gens capables de déplacer la Terre. Non physiquement, mais conceptuellement. De gens capables de regarder le familier avec des yeux neufs. De reformuler les questions. D'oser les hypothèses improbables. Ces gens ne sont pas nécessairement des génies isolés. Ce sont souvent des individus ordinaires, placés dans des circonstances favorables, nourris de bonnes lectures, encouragés par des mentors, soutenus par des institutions. Le génie est aussi une affaire de contexte. Créer les conditions du génie, c'est donc créer des bibliothèques, des universités, des observatoires. C'est financer la recherche fondamentale. C'est protéger la liberté intellectuelle. C'est maintenir des espaces où la curiosité désintéressée peut s'exercer. Copernic a bénéficié de telles conditions. Le chapitre de Frombork lui offrait revenus et temps libre. Les universités italiennes lui donnaient accès aux savoirs antiques et modernes. Les réseaux humanistes le connectaient aux esprits les plus brillants de son époque. Sans ces infrastructures matérielles et intellectuelles, le système copernicien n'aurait jamais vu le jour. Cette dépendance structurelle nous rappelle que le génie individuel ne suffit pas. Il faut aussi des sociétés capables de reconnaître et de soutenir le talent. Or, reconnaître le talent n'est pas toujours facile. Qui aurait parié, vers 1500, que ce chanoine polonais allait révolutionner l'astronomie? Les contemporains voyaient en lui un administrateur compétent, pas un révolutionnaire. Le génie authentique ne porte pas toujours d'étiquette visible. Cette invisibilité initiale doit nous rendre modestes dans nos jugements. Combien de Copernic potentiels ignorons-nous aujourd'hui? Combien d'idées révolutionnaires languissent dans l'indifférence? L'histoire nous enseigne que le génie se reconnaît souvent tardivement. Mais elle enseigne aussi que le vrai génie finit par s'imposer. Les idées véritablement importantes résistent à l'oubli. Elles trouvent leurs champions, leur réseau de diffusion, leur public. Copernic a attendu 70 ans après sa mort pour être reconnu. Mais il a été reconnu. Cette foi dans la victoire finale de la vérité peut sembler naïve. L'histoire est remplie d'idées justes qui ont été étouffées, de talents qui n'ont jamais éclos. Mais elle témoigne aussi d'une résistance remarquable de la pensée vraie. Malgré les obstacles, malgré les interdictions, les bonnes idées finissent souvent par circuler. Le livre de Copernic fut mis à l'index. Mais il continuait de circuler sous le manteau, d'être lu, discuté, enseigné. L'interdiction renforçait parfois son attrait. Les martyrs de la vérité inspirent plus que les conformistes. Cette dynamique entre répression et résistance structure l'histoire intellectuelle. Chaque tentative de contrôle de la pensée provoque des stratégies de contournement. Les idées trouvent toujours des chemins détournés. L'histoire de la pensée est aussi histoire de la ruse. Copernic lui-même rusa en présentant son système comme hypothèse mathématique. Osiander rusa en ajoutant sa préface anonyme. Galilée russa en publiant ses dialogues sous forme de débats ouverts. Ces ruses n'étaient pas lâcheté, mais prudence tactique. Distinguer prudence et lâcheté n'est pas toujours facile. Copernic fut-il courageux ou timoré en retardant la publication? Les deux peut-être. Le courage vrai consiste souvent à savoir quand prendre des risques et quand temporiser. Cette sagesse pratique manque parfois aux révolutionnaires impatients. Publier trop tôt peut condamner une idée à l'oubli ou à la persécution. Publier trop tard peut laisser à d'autres le mérite de la découverte. Trouver le bon moment relève autant de l'intuition que du calcul. Copernic trouva ce moment, ou plutôt Rhéticus le trouva pour lui. Cette collaboration entre le vieux maître prudent et le jeune disciple enthousiaste illustre la complémentarité des tempéraments. Les révolutions nécessitent à la fois des visionnaires et des promoteurs.
Aujourd'hui, cette division des rôles s'est institutionnalisée. Les chercheurs produisent, les communicateurs diffusent. Mais le modèle copernicien garde sa pertinence. Les meilleures collaborations associent profondeur et enthousiasme, rigueur et audace. Si vous avez suivi cette histoire jusqu'ici, c'est peut-être que vous aussi cherchez à comprendre comment le monde change, comment les certitudes s'effondrent et se reconstruisent, comment les individus peuvent, malgré leur fragilité, contribuer à l'édifice commun de la connaissance. L'histoire de Copernic nous rappelle que chacun peut, à sa mesure, déplacer quelque chose. Pas nécessairement la Terre entière, mais un préjugé, une habitude, une fausse évidence. Si cette histoire vous a accompagné, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, ou simplement à regarder le ciel en pensant que celui qui l'a changé était un homme comme les autres, armé seulement de patience et de raison.